Bonjour à tous, bienvenue sur des Rerum Inferni. Alors aujourd'hui, j'aurais adoré être dehors, mais les cigales sont de la partie. L'employé qui s'occupe des jardins de la résidence est de la partie aussi, donc avec un aspirateur ou une tronçonneuse, j'ai pas très bien compris. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez absolument rien entendu. Donc hélas, je suis privé de balcon et je suis devant le balcon, donc voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du romantisme, donc le genre littéraire du romantisme, et pas le fait d'offrir un iPad à sa compagne ou à son compagnon le 14 février. Non, non, on va rester sur quelque chose toujours de substantiel, à savoir donc le romantisme comme genre littéraire. Donc on va faire ça en trois grands temps, enfin, qui sont assez courts, hein. Premier temps, la question de ce qu'est le romantisme comme genre littéraire, c'est-à-dire qu'on va se pencher un peu sur l'arborescence générique du romantisme. Ensuite, nous allons remonter un peu à la toute fin du Moyen-Âge pour voir un peu ce que c'est que le romantisme, d'où ça vient, comment ça se passe, de quoi ça, etc., enfin, comment ça fonctionne. Et enfin, forcément, nous allons aller encore un peu plus haut. On va remonter, alors moi je vous proposais de remonter dans le Nouveau Testament pour comprendre un peu les soubassements et la dynamique esthétique qui président au genre du romantisme. Donc bon, on est parti. Alors, le romantisme en Europe, ça commence... il y a des fourchettes, mais on va dire que la fourchette haute commence à la toute fin du XVIIe siècle. On pourrait dire aussi moitié du XVIIIe, mais on va rester sur la toute fin du XVIIe siècle, dans 3 pays, et donc ça s'arrête... c'est compliqué, ça ne s'est pas franchement arrêté. C'est-à-dire que c'est un genre qui continue à brasser des textes et à produire du sens, des unités de sens, qu'elles soient littéraires ou philosophiques, ou métaphysiques d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le romantisme donc naît entre la fin du XVIIe siècle et la moitié du XVIIIe siècle, en Allemagne, en Angleterre et en France. Alors, je l'ai dit dans ce sens-là, il faudrait peut-être parler de l'Angleterre d'abord, ensuite de l'Allemagne et ensuite de la France. Donc, évidemment, le romantisme va se déployer dans tous les pays où on écrit, c'est-à-dire à peu près tous les pays du monde. Mais le principal acteur initial, ça va être l'Angleterre. Donc l'Angleterre a commencé avec ce qu'on appelle le gothisme. Donc tout le monde connaît par exemple des textes comme, sans forcément les avoir lus, hein, mais de réputation, Les Mystères d'Udolphe, qui est un texte de Anne Radcliffe, ou le château d'Otrante, qui sont des textes comme ça très médiévaux finalement, c'est-à-dire qu'on a des grandes structures dynamiques médiévales, on a de l'architecture gothique, on a des grands châteaux forts, on a des forêts vierges, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment une espèce de mystique, de fascination de la nature qui est directement héritée du Moyen-Âge, avec des unités de sens mythologiques, donc des mythèmes, qui nous viennent directement de la peur du diable, etc. Donc ça, j'y viens après. Donc le gothisme anglais, le gothisme, donc c'est le fait d'avoir du gothisme, c'est-à-dire, si on veut, c'est à la fin du XVIIe siècle, pardon, du XVIIIe, au milieu du XVIIIe, une espèce de fascination pour tout ce qui va être moyenâgeux, médiéval, donc à savoir la structure architecturale, donc on va retrouver des vieux châteaux, etc., et en même temps les écrits de moines, de copistes, etc. C'est vraiment une époque où on va en fait finalement redécouvrir le Moyen-Âge après la fracture de la Renaissance, puis on va commencer un travail qui n'est absolument pas terminé aujourd'hui vis-à-vis du Moyen-Âge, à savoir cesser de confondre nos connaissances et l'époque. C'est-à-dire qu'on a longtemps considéré que le Moyen-Âge était le siècle de l'obscurité, de l'obscurantisme, et finalement ça n'a jamais trop été que le siècle dont on avait le moins de lumière. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop ce que c'était, alors on tombait un peu dans la facilité qui consistait à dire que c'était un siècle d'obscurité. Bon. Donc le gothisme est une émergence directe des schèmes esthétiques et métaphysiques du Moyen-Âge à l'intérieur d'une époque qui est beaucoup plus portée sur la science, et qui d'ailleurs va se construire aussi en réaction à la science, qui désenchante le monde. On a la littérature fantastique dans la toute fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, qui va vouloir réinjecter de la frayeur et de la crainte, qui était quand même une des caractéristiques vis-à-vis de la nature et puis vis-à-vis de l'être humain aussi. Donc la crainte vis-à-vis de la nature était quand même une des caractéristiques fondamentales du Moyen-Âge. On ne jouait pas trop avec le feu, entre guillemets.
Bon, donc ça c'est le gothisme anglais, alors avec des œuvres qui souvent mettent en scène pardon, les sorcières, le diable, des grandes étendues désertes, etc. On a le, ensuite on a le romantisme allemand, donc avec différents textes un peu célèbres, mais la différence fondamentale entre le gothisme anglais, qui est un proto-romantisme, hein, si on veut, et le romantisme allemand, c'est que le romantisme allemand va se fonder non plus seulement sur les chefs du Moyen-Âge, mais sur ce qu'on avait appelé le Sturm und Drang. Bon, je n'ai absolument aucun accent allemand, enfin, c'est une catastrophe. Donc Sturm und Drang, en gros, tempête et élan. Donc c'est ce n'est plus la question des caractéristiques de la nature, mais ça va être les questions des caractéristiques de l'âme humaine, de l'élan, de la puissance, de la volonté esthétique humaine qui, un peu de façon volubile, va se répandre dans la réalité du monde, du réel. Donc là, on a quelque chose qui se rapproche déjà plus de notre romantisme bien commercial, à savoir quelque chose d'excessif. On a une emphase, un lyrisme, voilà, comme ça, qui sont des choses qui vont vraiment balayer un peu ce qui existait et puis prendre le pas. Alors on a des choses comme Les souffrances du jeune Werther de Goethe, à peu près toute la littérature goethéenne. On a d'autres littératures, donc Klinger par exemple, qui sont en fait littérature de Faust, hein, vous aurez reconnu. Mais ce sont des textes, alors il y en a plein d'autres, je ne vais pas faire un inventaire des textes romantiques allemands, donc du premier romantisme allemand. Il y en a plein d'autres, mais donc c'est un romantisme de l'exaltation et de la puissance. Et enfin, il y en a évidemment le romantisme français qui en fait va être beaucoup plus urbain, va avoir une espèce de tonalité plus urbaine, peut-être plus narcissique aussi. On va plus s'occuper du petit moi, un peu angoissé, on va le triturer. Donc alors évidemment on a l'immense, enfin on a Baudelaire quoi. On a Baudelaire, enfin je ne vais pas faire toute la liste des romantiques français parce que ça a été immense. Sachant que les romantismes français, ce qu'on avait fait ni les Anglais ni les Allemands ont fait école, c'est-à-dire que c'était vraiment devenu une nouvelle idéologie. Il y avait quelque chose de l'ordre de la revendication politique. Donc le romantisme français, tout le monde, il me semble, dans mes spectateurs, mes abonnés, voilà, vous quoi, connaît à peu près le romantisme français. Donc voilà, on a bien 3 étapes, en gros, hein, fin 17e, fin 18e et puis 19e, la totalité du 19e, on va dire jusqu'au deuxième tiers du 19e, puisqu'après quand même ça commence à s'essouffler un peu, il y a le symbolisme, il y a tout un tas de littérature qui émerge du cadavre du romantisme. Donc, en fait, on pourrait penser que le romantisme est une chose en soi, ce qui tout à fait se respecte, mais finalement, le romantisme, c'est un processus. C'est le résultat d'un processus esthétique qui court sur au moins 1200 ans. On va voir un peu ce que je vais vous proposer. Mais d'où vient le mot romantisme d'abord? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un double jeu, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu un terme en Angleterre emprunté, enfin, il y a eu un terme anglais pour définir un mot français que les Anglais adoraient utiliser, à savoir ce qui est pittoresque, le côté pittoresque de quelque chose. Donc en anglais, ça donnait romantique, enfin le mot romantique anglais. Et puis après, le mot romantique anglais, avec notamment la littérature gothique et romantique, est repassé dans la langue française, sans traduction, on a pris directement le mot romantique. Donc il faut savoir que quand vous parlez de quelque chose pour dire qu'il est romantique, initialement vous dites qu'il est pittoresque, c'est-à-dire qu'il est charmant, original, propre à une localité, à une dimension un peu pittoresque, un peu locale, un peu petite, un peu discrète. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, il faut quand même aussi admettre, enfin, ou reconnaître ou donner le sens de la question de l'intensification émotionnelle. Donc on les a dans les trois, hein, que ce soit anglais, allemand ou français, on a bien une captation de l'émotion de façon particulièrement intensive. Et voilà, donc en fait ça c'est un peu le fondement, si vous voulez, de la substance romantique. Maintenant on va remonter vraiment et puis on va aller jusqu'au Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament est un texte qui évidemment a influencé toute la conception esthétique moderne, enfin d'abord moyenâgeuse et puis enfin, médiévale et puis ensuite moderne, à savoir, on va dire qu'il y a une épître spécifique, après je pourrais vous faire la liste, mais on va dire qu'il y a une épître fondamentale qui va influencer, qui va créer ou qui va produire le terrain du romantisme, c'est l'épître aux Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul parle de la foi comme véritablement d'un entraînement au combat,
d'une ardeur à la guerre et à la défense. Donc la foi, il y a le bouclier, le casque et l'épée qui sont vraiment des objets qui vont occuper Paul dans la description. C'est-à-dire qu'on a au diable, il faut opposer le bouclier de la foi. Je n'ai plus les termes, je vous les mets certainement en texte là pendant que je suis en train de parler. Mais l'idée, c'est que donc il y a vraiment une mise en scène cosmologique d'un affrontement entre un démon et son adversaire, qui est d'ailleurs assez près de la gnose, où dans la gnose, on avait un mauvais dieu et un bon dieu, qui se foutaient sur la gueule et, au travers de l'humain. Et donc, on a vraiment dans l'Épître aux Éphésiens quelque chose d'assez spectaculaire. En fait, quand on regarde vraiment d'un peu près, c'est très amusant, parce que du coup, on trouve que chez Théoden, dans le Seigneur des Anneaux, il y a quelque chose de l'ordre de ce type de discours. C'est très épique, c'est très chargé en héroïsme, et ça raconte un combat. Alors, c'est pas les boucliers debout, cavaliers du roi, non, non, mais franchement, c'est pas très loin. Donc, voilà. Donc dans l'Épître aux Éphésiens, on a une source assez légitime, on peut dire, ou disons crédible, de ce que va être le romantisme plus tard. Il faut savoir qu'au XIIIe siècle, il y a un type qui a, donc c'est un moine, qui a refusé de s'arrêter à ce qu'avait fait saint Augustin au IVe siècle. Saint Augustin, au IVe siècle, quand il lutte contre la gnose d'une part et le pélagisme d'autre part, il décrète que le mal n'a pas de substance. C'est une façon d'évacuer fondamentalement on va dire les soubassements de la théologie pélagienne, qui va être considérée comme hérétique en 418. Et donc saint Augustin dégage la question du péché originel. C'est-à-dire que le péché originel devient simplement une faute, et c'est tout. Il est pratiquement interdit, enfin pas interdit, mais pratiquement, c'est un non-sens d'interroger le sens du péché originel, puisque le mal n'a pas de substance. C'est-à-dire que l'homme a produit le péché originel uniquement parce qu'il a désobéi, et donc il a brisé la Sainte Alliance. Je vous rappelle que alliance, l'étymologie du mot testament, c'est alliance. Donc en fait, le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Donc on a les deux monothéismes comme ça qui se dégradent, enfin qui se positionnent l'un par rapport à l'autre. Donc la Nouvelle Alliance est brisée puisque l'homme n'a pas respecté, n'a pas obéi à Dieu. Alors bon, c'est dans la Genèse, donc on pourrait dire que c'est l'Ancienne Alliance, mais peu importe, tout le socle de l'Alliance est complètement fichu par terre, et il faut absolument acheter le pardon. Donc voilà, c'est le sens du péché originel. Donc on a voilà, ce péché originel qui est complètement évacué par saint Augustin. Alors Richard de Mediavilla, au XIIIe siècle, il dit ok, enfin il ne met pas les choses en danger, sauf qu'en fait il joue sur une espèce de glissement entre deux expressions qui sont le péché originel et la chute, ou la faute de l'ange. Donc la chute, c'est quand le diable se fait dégager du paradis, enfin du ciel, parce qu'à l'époque, on ne peut pas vraiment parler de paradis encore, mais il se fait dégager du ciel pour alors soit l'orgueil, soit le fait qu'il ne soit pas respectueux, enfin peu importe, il dégage. Et Richard de Mediavilla va réfléchir un peu à une espèce d'histoire de Satan, et va essayer de comprendre Satan. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement scolastique qui arrive au XIIIe siècle va énormément être repris, pas forcément directement en indiquant que c'est Richard de Mediavilla l'auteur, sauf que les différents auteurs dans la littérature vont se l'approprier et en faire un genre littéraire en Occident qui va marcher, mais alors, tonnerre de Dieu, c'est ce qu'on appelle le roman de Satan. Donc, si vous voulez, on part du Nouveau Testament avec notamment l'Épître aux Éphésiens qui donne des aspects. Bon, puis alors évidemment le livre de l'Apocalypse, hein. Évidemment, non mais l'Épître aux Éphésiens a ceci d'intéressant qu'il n'a pas du tout cette vocation enfin, c'est juste une épître, et en fait, on y découvre vraiment une défense du combat. Le livre de l'Apocalypse, c'est complètement la baston, c'est la fin du monde, c'est la merde, sauvez-vous, battez-vous, enfin voilà. Donc c'est normal. Mais l'Épître aux Éphésiens est plus radicale parce qu'elle n'était pas aussi radicale. Voilà. Les saillies sont plus spectaculaires. Donc on a l'Épître aux Éphésiens, le livre de l'Apocalypse. Après, on a tout un tas de mecs qui s'appellent les auteurs de la patristique, qui dégagent la question de la substantiation du mal, notamment Chrysostome, j'en ai déjà parlé. Et puis, on a Richard de Mediavilla au XIIIe siècle qui récupère la question du mal non plus sous le régime du péché originel, puisque donc, ok, il considère que l'homme est disqualifié, mais sous le régime de la faute, de la faute de l'ange. Et ça va générer le roman de Satan qui, au romantisme, va être complètement repris. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs du romantisme travaillent à partir de Satan. Et on a donc une tradition littéraire de Satan qui vient logiquement de la question des démonologues, des démonologues du 12-13e siècle, en prenant source dans l'Épître aux Éphésiens. Voilà.